Bonjour à tous, merci tout d'abord d'assister à cette présentation. Ça me fait plaisir de vous présenter ce matin une conférence autour des données ouvertes, des données géospatiales, puis comment on utilise ces données ouvertes chez Anagraph pour construire, développer des solutions pour nos clients. Fait que laissez-moi vous partager ma présentation. Pourquoi les données ouvertes sont nécessaires à la création de produits chez Anagraph? Je vais commencer par vous parler un petit peu d'Anagraph. Ensuite, on va regarder comment les données ouvertes sont importantes dans cette approche de développement de produits. Et on va parler d'un cas concret auprès d'un de nos clients qui s'appelle le Toledo et comment on est passé d'une étude de marché traditionnelle à l'utilisation de données ouvertes et de l'intelligence géographique pour prendre de meilleures décisions. Puis ensuite, on parlera un peu des défis liés aux données ouvertes, puis à leur intégration dans des solutions. Donc, Anagraph, c'est une entreprise créée en 2015. On est un studio de géo-intelligence, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans le développement de solutions qui utilisent des données géospatiales. La plupart du temps, quand on fait appel à nous, c'est quand il y a des enjeux de performance au niveau de l'intégration de données massives dans des infrastructures de données. Donc là, vous avez un bref échantillon des solutions visuelles, des visualisations de données qu'on est capable de développer. Beaucoup d'entre elles utilisent d'ailleurs des données ouvertes. Puis on travaille donc sur les aspects d'infrastructure de données, de modélisation de bases de données. On travaille sur les ETL, tous les outils qui permettent de transformer, extraire, transformer, puis charger des entrepôts de bases de données. Puis aussi, on a développé des moteurs de visualisation qui nous permettent de créer des cartes interactives 2D, 3D, avec un aspect esthétique assez fort, puis surtout basé sur une expérience utilisateur qui est agréable et intuitive. Voici un ensemble de nos clients. Donc, on travaille pour des compagnies de transport, que ce soit maritime, transport terrestre. On travaille pour des compagnies d'utilité publique. On travaille pour des projets en télécommunication, pour des administrations publiques. On travaille aussi dans le monde de la culture, de l'éducation. Donc, vous avez un peu un florilège des clients avec qui on a le plaisir de travailler. On est une petite équipe composée de 11 personnes aujourd'hui. Ce sont principalement des géographes, des géomaticiens, des data scientists, des développeurs. Donc, souvent, les personnes ont plusieurs casquettes quand ils travaillent chez Anagraph pour arriver à développer des solutions en collaboration avec nos clients. Notre raison d'être, ce qu'on cherche, c'est à élever la barre de l'expérience client sur les produits d'intelligence d'affaires. Notre cœur de métier, c'est les données géospatiales, donc comment on amène des organisations à utiliser tout le potentiel des données géospatiales pour prendre de meilleures décisions. Puis surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est de la découverte continue et de la validation rapide sur les solutions qu'on déploie. C'est un système qui est inspiré d'une approche agile qui est très bien manifestée dans le livre Inspired de Marty Kagan. Le principe, c'est d'éviter de développer des solutions directement à partir des idées qu'on peut se faire dès les premières rencontres avec un client ou même si on veut développer un produit à l'interne, que ce soit par un product owner qui a des idées puis qui commence à envoyer un backlog à une équipe de développement. Donc, pour éviter de longues itérations de développement avant de mettre dans les mains un produit à des utilisateurs, on passe par des petites boucles de validation à l'aide de maquettes, à l'aide de développement de maquettes et de solutions d'expérience utilisateur simples pour vraiment revalider les hypothèses, développer les idées avant d'avoir une idée claire sur le backlog qui va être livré à l'équipe de développement. C'est ainsi qu'on livre le plus de valeur et qu'on minimise les risques liés au temps de développement de solutions. Donc, l'approche produit et les données ouvertes. Il y a deux vérités qui sont difficiles dans le développement de produits. C'est la plupart du temps, il y a juste la moitié de nos idées qui vont éventuellement livrer de la valeur à un usager. Donc, il faut faire avec. C'est une réalité avec laquelle on doit travailler, mais c'est là où il y a énormément de travail qui doit être fait avec le client pour pouvoir s'assurer que les idées sont les bonnes pour répondre à un problème. Puis il faut vraiment reformuler le problème, puis ça prend plusieurs itérations avant qu'une idée elle soit utilisable par un usager.
Puis là où les données ouvertes sont primordiales, puis les technologies ouvertes d'une manière générale, c'est qu'elles minimisent encore une fois les risques liés à l'acquisition de données qui pourraient venir de données propriétaires. Donc, on est capable de générer rapidement des prototypes à l'aide de données ouvertes. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Anagraph a été construit autour des hackathons puis autour des données ouvertes. C'est-à-dire que quand j'ai fondé la compagnie en 2015, c'était à la suite de plusieurs hackathons qui ont été faits à Montréal dans les années 2010 qui m'a permis de rencontrer des développeurs, de rencontrer des personnes qui avaient des enjeux liés aux données, puis comment on était capable de construire et de créer des équipes rapidement pour développer des solutions autour des données ouvertes, ce qui a généré une fibre entrepreneuriale. Puis ensuite de ça, dès les premiers jours d'Anagraph, quand j'étais seul, puis même quand on était deux, trois, ben, on utilisait des données ouvertes pour tester des hypothèses, pour bâtir des produits qui nous ont fait développer des solutions qu'on a pu ensuite publiciser. Donc, ça a été comme l'utilisation de données ouvertes nous a permis de faire beaucoup de marketing pour nous faire connaître, puis pour aller chercher des clients. Donc, sans les données ouvertes et les technologies ouvertes, ça aurait été très, très, très difficile de démarrer cette entreprise-là. Puis si elle en est rendue là aujourd'hui, c'est grâce en grande partie à ces données ouvertes. Donc, je vais vous parler de Toledo et des études de marché. Donc, comme un cas concret, un jour, François nous a approchés. François, c'est un ancien banquier donc, qui travaillait dans les finances, puis qui a réalisé son rêve d'ouvrir une boulangerie. Mais avant d'ouvrir sa boulangerie sur le plateau Mont-Royal, ben, François, en tant qu'expert des finances et geek expert des données, mais il a voulu commencer à aller manipuler des informations, acquérir de la data pour pouvoir savoir, essayer de faire des prévisions pour savoir où allait être la meilleure localisation pour rejoindre sa clientèle. Donc, il est allé à la ville de Montréal pour commencer à récupérer des données qui étaient accessibles sur le portail des données ouvertes. Il a commencé à cartographier ça sur des logiciels de SIG, mais il a aussi, il est allé sur le terrain pour essayer de regarder combien de personnes passaient devant telle rue. Il a analysé ses compétiteurs. Donc, il a passé plusieurs mois, si ce n'est pas une année complète, à acquérir de l'information pour essayer de faire un modèle de prédiction pour savoir où allait être le meilleur endroit pour sa boulangerie. Et à partir de ce moment-là, les études de marché classiques, quand on a un local qui se libère pour éventuellement être loué, ben souvent ce que font les entrepreneurs, c'est qu'ils vont faire appel à une firme d'évaluation pour avoir des études de marché, donc quelle est la démographie de la population qui vit dans ces environnements-là, pour savoir si le commerce va correspondre aux besoins et à la demande de ce territoire-là. Donc François, quand il a fait cette approche, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'il a réussi à ouvrir le magasin dans un endroit qui selon lui, était un bon potentiel. Puis effectivement, après une année d'existence, il est arrivé exactement à ses prédictions. Mais le problème, c'est que cette étude de marché-là, elle est très, très loin du besoin de l'utilisateur en tant que tel. Elle ne répond pas à tous ses besoins, l'approche traditionnelle. Elle ne peut pas être utilisée pour ouvrir une boutique. C'est-à-dire que si François veut ouvrir 10 succursales supplémentaires du Toledo, ben, ça lui prendrait soit énormément de temps, soit énormément d'argent pour essayer de refaire cette même mécanique pour minimiser les risques. Et puis, si ses besoins changent, s'il a besoin de faire scénario, ben, c'est assez fermé. C'est-à-dire qu'il a une étude de marché par rapport à un local. Ben, s'il veut twister un petit peu ses besoins, ben, ça va être très difficile d'adapter l'étude de marché par rapport à son contexte à lui. Je vais vous faire une démonstration donc, de notre outil de site selection qui a permis à Toledo de choisir la localisation de sa nouvelle franchise. Je vais donc vous partager cet écran-ci, excusez-moi. OK. Donc, voici notre outil de site selection pour Toledo qui correspond à un outil de visualisation
qui va lui permettre de choisir la meilleure localisation possible. Donc, tout d'abord, la première chose à voir, donc on a une carte interactive où on va avoir des couches d'informations qui vont se superposer pour pouvoir afficher des résultats d'analyse. Tout d'abord, on a la localisation de sa boulangerie actuelle. Donc, on sait que le Toledo est situé sur l'avenue Mont-Royal, au coin de la rue Saint-Denis. Donc, c'est ici qu'il a choisi l'emplacement de sa nouvelle boulangerie. Puis, il y a 3 critères qui sont importants pour François pour choisir une localisation. La première, ce sont la localisation des compétiteurs. Donc, ce qu'on a fait avec François, c'est qu'on est allé chercher des données qui proviennent de bases de données de points d'intérêt d'OpenStreetMap, d'OpenStreetMap, qui vont nous permettre d'afficher l'ensemble des boulangeries sur le territoire qui l'intéresse. Donc, il est capable de voir la localisation de ses compétiteurs. La deuxième chose qui est intéressante et qui est important pour François, c'est de savoir où circulent les gens. Donc, on pourrait imaginer acquérir des données de trafic. Ça existe maintenant de pouvoir avoir accès à des données propriétaires pour savoir combien de personnes passent par telle rue ou combien de personnes passent dans tel magasin. Mais il y a des enjeux de précision de ces données, puis il y a surtout des enjeux de coût. Ce sont des données qui sont très, très, très dispendieuses, surtout si on cherche une granularité assez fine au niveau d'heures de la journée, par exemple. Donc, pour valider l'approche avec notre client, on a encore une fois utilisé des données ouvertes pour simuler un générateur de trafic. Donc, et puis pour l'adapter en fonction de ses besoins. Pour lui, ce qui était important, c'est de savoir où étaient les épiceries. Parce qu'on s'entend qu'une personne qui va aller acheter une baguette de pain, mais éventuellement, elle va le faire à un moment dans son parcours, éventuellement en sortant du travail, donc en sortant du métro, en allant à l'épicerie, en allant chercher sa baguette de pain. Donc, on voulait savoir où étaient les épiceries, on voulait savoir où étaient les SAQ, les pharmacies, les écoles, les restaurants, les supermarchés, etc., etc. Donc là, on peut voir que ça fait comme une pizza visuelle de tous les ensembles de points d'intérêt qu'on est capable d'avoir. Donc, on a créé un heatmap, ce qu'on a appelé notre générateur de trafic, qui nous permet finalement de simuler où est-ce que circulent les gens à pied principalement et donc, mieux savoir où serait le meilleur hotspot pour aller rejoindre des gens qui circulent à pied sur Montréal. Ce qu'il avait besoin de savoir aussi, c'est avoir des données d'occupation du sol. Donc là, on est allé récupérer les données ouvertes qui proviennent de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, savoir quelles étaient les zones résidentielles, commerciales, industrielles, etc. Où étaient situées les sociétés de développement commercial pour tisser des partenariats. Puis, la dernière information pertinente, donc les compétiteurs, le trafic, la dernière information pertinente, c'est l'audience. Donc, où être le plus près de l'audience cible et de sa clientèle. Donc là, on a accès aux données ouvertes de Statistique Canada. Donc, ce sont des données qu'on a entreposées dans les entrepôts d'Anagraph pour faire les études de marché. Donc, on a accès à 300 à 400 variables démographiques sur le nombre d'habitants, sur l'âge, le revenu moyen, le niveau d'éducation. Donc, on est capable de créer des personas en lien avec une audience qu'on veut cibler. Mais dans le cas du Toledo, comme c'est un produit de consommation très grand public, on n'avait pas besoin de cibler une audience hyper fine sur une démographie liée à l'âge, liée au sexe, liée au revenu. Mais principalement, on voulait se rapprocher des endroits où il y avait le plus de gens qui vivaient. Donc, simplement utiliser la densité de population par aire de diffusion était suffisant pour cibler notre audience. Donc, si je reprends, en prenant la densité de population, en utilisant le trafic, puis en utilisant les boulangeries, on a tous les ingrédients pour créer une recette, pour savoir où est-ce qu'on peut développer et installer de nouvelles boulangeries. Donc, pour ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un score de localisation, puis de pouvoir le faire sur l'ensemble de la ville pour éviter de dire à François, bon, si tu as trouvé un local dans tel endroit, fais une analyse de marché, puis ensuite tu verras si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Donc, on a préféré y aller par une approche où on prend le problème à l'envers et donc où on va créer un score de localisation en fonction donc des 3 critères.
Donc, nous, on fait des analyses sur des zones agrégées hexagonaux, donc des hexagones qui proviennent d'une technologie qui s'appelle H3, développée par Uber, qui va nous permettre d'accumuler puis d'agréger un ensemble d'informations géospatiales liées à sa localisation ou à la distance par rapport à cette localisation et qui vont nous permettre de faire du data mining et donc de la science de données sur un problème particulier. Dans ce cas-là, c'était crée-moi un score de 0 à 10 en fonction des critères de sélection pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de s'installer à un endroit. Donc, on voit nos 3 paramètres, le nombre de compétiteurs à proximité dans un certain rayon, le trafic dans le secteur, puis la présence de l'audience cible. Donc, en bleu, ce sont les endroits dans lesquels ce serait une bonne idée de s'installer parce qu'il y a peu de compétiteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent ici, puis parce qu'il y a une forte densité de population. Puis en rouge, ce sont les endroits dans lesquels ce serait une mauvaise idée de s'installer là à cause de ces mêmes paramètres. Puis, donc déjà, ça nous donnait de la valeur pour François pour arriver à savoir que maintenant, il avait une carte de Montréal qui était au goût du jour et qui lui permettait d'analyser le territoire au complet. Et puis, s'il avait une hypothèse, il était capable de la valider rapidement, à savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée en fonction du système. On lui a mis en place un géocodeur qui allait lui permettre aussi de taper une adresse puis d'aller savoir si à cette adresse-là était localisée dans un hexagone, puis de savoir si cet hexagone était de la bonne couleur ou pas. Donc, pour chaque hexagone, ensuite, on a des scores qui viennent donner en fait des attributs par rapport au score déployé. Puis, ce que François voulait aussi, c'était de pouvoir jouer avec les données, c'est-à-dire de pouvoir lui-même créer des scénarios. C'est-à-dire que ce n'est pas le même algorithme si on veut ouvrir une boulangerie qui fait 1000 pieds carrés ou 10 000 pieds carrés. Donc, la présence de compétiteurs à proximité, des fois, c'est un problème, mais des fois, ça peut être un avantage aussi. Donc, c'était important pour lui de pouvoir jouer et d'avoir des leviers pour pouvoir jouer avec le data. Donc, c'est pour ça qu'on lui a développé des outils de UI qui vont lui permettre de jouer sur les scores. Donc, si par exemple, il veut vraiment des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, en déplaçant le module vers la droite, il va augmenter le poids de cette variable dans le modèle. Idem au niveau des compétiteurs. S'il veut vraiment être loin d'un compétiteur, on va voir que le score de localisation va bouger, puis qu'effectivement, le plateau ou l'avenue Mont-Royal, c'est une mauvaise idée si le paramètre de la présence d'un compétiteur est super important, mais si ça l'est moins, le plateau peut commencer à être intéressant, surtout dans l'Ouest. Puis idem au niveau de la population, si on cherche vraiment des endroits très peuplés, il va falloir s'enligner sur des secteurs plutôt que d'autres. Pour terminer, la dernière information qui était pertinente aussi pour François, c'était des données de transport. Pour lui, c'était important de pouvoir se positionner à proximité d'un arrêt de métro. Il était aussi intéressé à savoir où étaient les données des Bixi. Donc, on était capable aussi par des API d'aller chercher des informations sur les stations de Bixi, sur les arrêts de métro, sur les lignes de métro, sur le réseau cyclable. Donc, un ensemble de données qui vont lui permettre de mieux prendre sa décision. Puis, enfin, le dernier paramètre, c'était à partir du moment où on avait accès aux stations de métro, c'est de créer des isochrones, donc savoir quels étaient les territoires qui étaient couverts à 5 minutes ou à 10 minutes à pied. Donc, on a généré ces isochrones pour l'ensemble des stations de métro de Montréal. Donc, ça veut dire que tous ces polygones-là sont des endroits qui sont accessibles, donc tous les endroits éclairés sont des endroits accessibles à 5 minutes à pied d'un arrêt de métro. Donc, encore une fois, le score de localisation, puis le meilleur emplacement possible pour François, ça serait des zones bleues qui sont éclairées, donc à moins de 5 minutes d'une station de métro. Puis, donc, François a choisi d'ouvrir sa prochaine succursale dans le coin de Wellington, ici dans le sud-ouest de l'île, suite aux recommandations que lui ont faites le logiciel. Puis, on utilise des données ouvertes encore une fois pour calculer ces isochrones parce qu'on va utiliser le réseau routier d'OpenStreetMap, puis un moteur d'itinéraire qui s'appelle OSRM pour pouvoir générer ces polygones.
Donc ça, c'est voilà un peu pour le tour de l'utilisation des données ouvertes dans le cas d'un outil de site selection. Quels sont les défis qui sont liés à ça? Donc, on a vu qu'il y a beaucoup d'avantages. Puis, un des avantages, c'est le coût d'acquisition des données, sachant qu'il est nul. On a juste à aller requêter des API ou extraire des données sur des plateformes comme le Portail des données ouvertes de la Ville de Montréal, le gouvernement fédéral, donc avec Statistique Canada, la communauté métropolitaine de Montréal, OpenStreetMap. Donc, le coût d'acquisition de données est nul. Mais il y a des défis et des enjeux. Le premier, c'est les données de population. Ce qu'on utilise, c'est des données de StatScan qui datent de 2016. Donc, quand on fait une analyse de marché et qu'on utilise uniquement les données de Statistique Canada, on a 5 ans de retard, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de migration de population et des quartiers qui se sont développés. Donc, ça va créer des biais d'analyse. Pour pallier ça, il faut soit acquérir des données qui ont été modélisées avec des tendances de population par des fournisseurs privés, ou alors faire soi-même ces calculs de tendance, ou utiliser par exemple des données complémentaires qui pourraient être des données satellites, des données aériennes, qui peuvent être acquises aussi à moindre coût pour pouvoir acquérir des données de bâtiments, par exemple, pour pouvoir savoir où est-ce qu'il y a des endroits qui se sont développés par rapport à la date du dernier recensement. Les données de points d'intérêt, c'est très difficile de maintenir une base de données de points d'intérêt à jour avec des données ouvertes. Ce qu'il y a sur OpenStreetMap, c'est ce qui a été importé ou intégré par la communauté. Donc, il y a certains territoires, il y a certains pays, il y a certaines villes qui sont plus fournies que d'autres. À Montréal, c'est assez intéressant, mais plus on s'éloigne des grands centres, moins il y a d'informations pertinentes, précises et à jour. Donc, ça peut être aussi un problème dans la qualité et la précision du modèle qu'on développe. Idem pour les données de trafic piétonnier. Si on veut vraiment avoir accès à des données de trafic piétonnier, il faut aller acheter ce data-là. Puis, c'est pas très, très, très accessible encore aujourd'hui. L'autre défi, c'est qu'on sait qu'il y a plein de données qui peuvent exister, mais qui sont encore inaccessibles parce qu'elles n'ont pas été produites ou parce que les organisations ont décidé de ne pas encore les ouvrir. Ça augmenterait le domaine d'hypothèses que l'on peut tester, mais ça va venir avec le temps. On est dans une tendance forte sur l'ouverture des données puis sur l'accès aux API. Et les coûts diminuent aussi, donc on va pouvoir tester et combiner des informations au fur et à mesure. Donc, nous, notre vision, c'est de pouvoir combiner plusieurs sources de données ouvertes pour combler des manques. Comme je vous l'ai dit, si on va prendre des données satellitaires avec des données de StatScan, on va être capable de pouvoir bonifier les modèles sur la population, par exemple. Valider des hypothèses de valeur, ça nous permet de découvrir ce dont un usager a besoin. Puis souvent, on se rend compte que quand un usager va nous exposer une solution, c'est pas forcément la solution qui répond à son problème de base. Donc, il y a beaucoup d'exploration à faire avec un usager avant de pouvoir s'engager dans le développement d'une solution parce qu'il y a des personnalisations, il y a des contextes particuliers, puis souvent un usager final va découvrir des nouveaux besoins en fonction de son utilisation. Donc, c'est hyper important d'arriver à générer des prototypes rapidement et d'itérer pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Puis donc, nous, on travaille fort pour découvrir ces besoins, puis travailler en mode pool, c'est-à-dire d'extraire et de travailler en collaboration avec les clients en utilisant des technologies ouvertes pour pouvoir développer ces solutions-là. Ça fait le tour de notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par courriel nicolas@anagraph.io. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Vous pouvez trouver bien sûr Anagraph sur LinkedIn également. C'est un plaisir vraiment de pouvoir partager le fruit de notre travaux avec l'ensemble des données ouvertes qu'on a fait depuis 5 ans. Puis, je vous souhaite à tous un très bon congrès virtuel. Au plaisir.